Monsieur Dieudonné Moussa Galoussa nous a rejoint ici sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, maman Arlette. Aujourd'hui, justement, le verdict dans le dossier forage a suscité des réactions de partout. Il faudrait le dire quand même, les Congolais étaient surpris de voir au finish que c'est l'ancien ministre du Développement rural, c'est ça, Monsieur Robota, être le seul à être condamné dans l'affaire forage. Effectivement, c'est devenu un dossier de la clameur publique. Or, nous savons que la justice a aussi un devoir moral et pédagogique, mais dès lors qu'une décision, un arrêt, un jugement suscite un certain nombre d'interrogations, un certain nombre d'inquiétudes, un certain nombre d'observations, à ce moment, ça remet tout en cause et on se pose la question si réellement la justice a été dite de la manière dont elle devrait être dite, d'autant plus que sur ces dossiers-là, effectivement, les dossiers forage, il souviendra à l'opinion que ça a suscité beaucoup, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, où il y avait 3 acteurs ou 3 personnalités impliquées d'une manière principale, en dehors de ce qu'on peut considérer subsidiaire. Mais au finish, on va, et surtout que c'est un dossier qui avait englouti autant de millions de dollars, plus de 400 millions de dollars. Et lorsqu'on a amorcé la procédure judiciaire, ça a suscité un espoir que finalement l'opinion sera informée, sera éclairée sur ce qui s'est passé et que peut-être la République pourra donner des éléments justes ou rendre la justice juste, si je me permets ce terme. Fort malheureusement, le verdict ou l'arrêt qui a été rendu en dernier ressort au niveau de la justice, on est surpris de voir qu'il n'y a qu'une seule personne qui a été condamnée alors que les autres ont été acquittés. Et malheureusement, la personne condamnée n'était pas l'acteur principal. Ceux qui étaient accusés des infractions principales ont été acquittés. Et le ministre François Rubota Masumbuko, ministre du Développement honoraire, il n'était même pas dans les dossiers bien avant, puisque lorsqu'il a été nommé ministre, les informations que nous avons pu quand même calquer parce qu'au niveau de la société civile, on s'intéresse de plus en plus sur des questions susceptibles de jeter l'opprobre sur la justice, mais aussi susceptibles de pouvoir entacher le bon fonctionnement. On a appris que M. François Rubota n'était pas celui qui avait initié ce projet-là. Il est venu, il a été nommé, il a trouvé les dossiers sur sa table et au nom de la continuité de l'État, il a continué. En deuxième position, M. François Rubota, ce n'est pas celui qui paye. Donc celui qui paye, il est connu. En troisième position, M. François Rubota, ce n'est pas celui qui a empoché l'argent. Donc ce n'est pas que... Donc, lorsqu'on les condamne, à un moment donné, on se pose la question d'où vient ça, mais la justice, comme elle a des subtilités, lorsqu'elle veut faire avaler une décision, elle trouve des arguments, la justice arrive à trouver des éléments ou des infractions qu'on va lui coller. Et tenez-en, madame, on lui colle l'infraction des tentatives de détournement. Les détournements n'ont jamais eu lieu. On parle de tentatives de détournement, comment on peut parler de tentatives de détournement alors que les détournements en soi n'ont jamais eu lieu? Mais également... il était ni donneur ni perceveur. Exactement. Il n'était ni donneur, ni perceveur, ni bénéficiaire. Donc les 3 qualités-là, ni donneur, ni receveur, ni bénéficiaire de ce projet-là. Il était là comme ministère technique qui devait seulement faire le suivi de cela. Et donc on lui colle une infraction de tentative de détournement alors que l'accusé principal est acquitté. Au même moment, on n'a pas dit la tentative de détournement consistait à faire détourner combien d'argent et est-ce qu'on a récupéré cet argent-là. Puisqu'on peut parler de tentative de détournement, parce qu'on dit non, il voulait détourner autant de sommes, mais on l'a récupéré, on l'a remis dans la caisse de l'État. On l'accuse une deuxième infraction, conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts alors qu'il n'était pas soumissionnaire, alors qu'il n'a pas exécuté rien du tout. Comme on vient de le dire, il était seulement au milieu de... comme ministère technique qui devrait faire les suivis. On ne s'est pas limité par là, madame. Nous, comme de la société civile, nous sommes là, comme je l'ai toujours dit, des acteurs qui peuvent aider les gouvernements, qui peuvent être les autres institutions à faire mieux. Les conseils supérieurs de la magistrature, une fois dans l'histoire de ce pays, madame, tenez bien, et j'aimerais mettre quiconque au défi ou quelqu'un qui peut me contredire, pour une fois dans l'histoire du pays et de la justice, les conseils supérieurs de la magistrature arrivent à rédiger un communiqué où ils profèrent des menaces contre quiconque peut parler sur ce dossier-là. Alors on se pose la question, non seulement d'abord que ce communiqué-là que je condamne
de toute mon énergie comme acteur de la société civile et comme Congolais, viole la liberté d'expression dans ces pays. Et ce n'est pas le Conseil supérieur de la magistrature qui nous fermera des bouches, nous, de la société civile ou les défenseurs des droits de l'homme. Donc, on défend, on profère des menaces, on interdit aux gens de pouvoir jeter un regard sur notre justice et rendre la justice au nom du peuple congolais. Et de quel droit peut nous empêcher, nous, les peuples, nous les Congolais, de pouvoir jeter un regard ou de pouvoir dire un mot sur ça? Et donc c'est comme... Et d'ailleurs, madame... Mais ce n'est pas une première. Non, non. Ce n'est pas une première. Il y a eu dans le dossier de l'ancien ministre décédé, assassiné, l'ancien ministre... Chéribin Okende, il y avait également un communiqué du genre où on devait... C'était la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle qui avait, mais le Conseil supérieur de la magistrature en tant que structure, en tant que corps, ne s'était jamais prononcé. Okay. Et donc là, ça pose un problème à ce sujet-là. Et vous le remarquez, vous venez de le dire, madame, il y a un dossier maintenant de la clameur publique. Nous ne sommes pas les seuls au niveau du panel d'experts de la société civile. Il y a des collègues du collectif de la lutte contre la corruption qui ont fait également un communiqué, notamment l'ODEP qui est dirigé par un éminent professeur, le professeur Florimond Mouteba. Il y a Lali Coco avec mon collègue Ernest Sempararo. Il y a également, je crois, Akage avec mon frère et mon ami, le maître... comment j'oublie le nom. Akage, donc... Il y a, voilà, le nom Kapiamba, Georges Kapiamba. Il y a, je crois, Katende également. Donc, il y a autant d'organisations, et pas n'importe quelles organisations de la société civile, madame. Et donc, toutes ces organisations-là ont fait une analyse rationnelle. Ils ont fait une analyse objective. Et on n'a jamais compris comment les conseils supérieurs de la magistrature peuvent proférer des menaces aux acteurs non seulement de la société civile, mais à l'ensemble de la population congolaise pour pouvoir se taire par rapport à ce qu'on considère comme... Mais alors votre démarche tend vers quoi? Qu'est-ce que vous demandez exactement? Oui, nous, pratiquement, nous avons fait un mémorandum au président de la République, puisque, in fine, c'est lui le magistrat suprême, de pouvoir se saisir de ces dossiers personnellement et d'y jeter un regard. D'autant plus qu'on peut parler de beaucoup de choses sur ça. Même les infractions là qu'on a accusées au ministre honoraire François Robota, ce sont des infractions pour lesquelles, selon les informations que nous avons, il n'a pas eu l'occasion de se défendre par rapport à ça. Alors, ce qui est encore grave, parce qu'on ne lui a pas donné le droit à la défense qui est un principe garanti et consacré dans la Constitution. Et donc, à ce moment-là, il y a non seulement la violation de la Constitution en termes de la liberté d'expression, en termes de violation des droits de la défense, en termes de l'équité qui n'a pas été garantie, en termes d'une justice qui doit donner la pédagogie. Donc, ça pose des problèmes. Et ce qui est grave, madame, cet arrêt-là, où tout ce qui s'est passé autour de ça, suscite ou alimente déjà l'opinion, au point où il peut y avoir des malins, où il peut y avoir des gens qui ont des mauvaises intentions, des gens qui... Et nous devons anticiper sur ça, qui risquent de caricaturer, de croire que François Robota est une victime expiatoire pour des raisons irrationnelles et des raisons que d'autres personnes qui ont des lunettes qui ne sont pas objectives risquent de faire coller à la justice. Et c'est ça que nous ne voulons pas qu'on puisse. Si la justice doit être dite, madame, nous respectons les arrêts, nous respectons la justice, nous ne pouvons pas faire de commentaires, qu'elle soit équitable pour tout le monde. Mais dès lors qu'on puisse extraire une personne, alors on va commencer à se poser la question. Pourquoi seulement François Robota alors qu'il y avait tel? Et dès qu'on voit tel, il y a ceux qui peuvent commencer à faire des syllogismes, il y a ceux qui commencent à faire des analyses basées sur des éléments subjectifs, alors que si on avait rendu un jugement, si on avait rendu un arrêt qui reprend l'équité, qui condamne tout le monde ou qui acquitte tout le monde, ou qui a respecté toute la procédure et qui n'arrive pas à violer non seulement la Constitution et qui ne fait pas de menaces à l'endroit de la population. Madame, il y a quand même autant de jugements qu'on a déjà vus. La Cour de cassation, que ce soit les différentes cours, ils rendent des jugements, des arrêts tout le temps. Sur quel est l'intérêt réel? Moi-même, je me pose la question, madame. Et je crois que même les téléspectateurs peuvent se poser cette question. Quel est l'intérêt réel que les conseils supérieurs de la magistrature a dans ces dossiers pour pouvoir proférer des menaces à l'endroit des gens, chercher à sanctifier les uns et consacrer à sacrifier les autres? Ça suscite un problème. Et donc, à ce moment-là,
il est clair que l'opinion désormais, l'opinion publique tant nationale qu'internationale, ne peut pas s'empêcher de conclure que François Rubota Masumbuko est une victime expiatoire et que ce n'est pas la personne qu'il fallait condamner. Mais comme on manque, qu'est-ce qu'il faut faire? On cible une personne, on lui prend, on lui colle des infractions sur lesquelles il n'a pas eu le droit de défense, ceux qui ont été accusés, ceux qui ont libéré l'argent, ceux qui ont bénéficié de l'argent, ceux qui ont exécuté ces contrats ont été acquittés et on prend quelqu'un qui est intervenu au cours de l'exécution du contrat, c'est celui qu'on condamne et donc ça suscite des problèmes et ça devient problème moral, ça devient problème qui jette de l'opprobre à la limite sur notre pays, mais qui ne rassure plus. Or, alors le mémo a été déposé? Oui, nous avons déposé le mémo auprès du président de la République et comme nous sommes une organisation citoyenne, nous avons saisi le Conseil supérieur de la magistrature, nous avons informé tout le monde que ce dossier-là suscite beaucoup de questions et qu'il est important qu'on puisse rétablir donc à deux niveaux, que le président de la République puisse jeter un regard sur ça, mais également qu'on puisse rétablir la victime dans ses droits au même titre que ceux qui ont été acquittés et que ça soit ainsi. Et maintenant, les collègues qui sont dans la lutte contre la corruption, comme nous-mêmes, fustigent maintenant que cette manière de faire risque de fragiliser le travail que nous sommes en train de mener dans la lutte contre la corruption, les détournements et tous les autres. Dès qu'on fait les détournements, on sait on va aller en justice, on va être acquitté. On va faire ceci. Et donc, voilà grosso modo les éléments et pourquoi nous avons été motivés à pouvoir faire un mémorandum au président de la République. La vraie question aussi, c'est est-ce qu'il y a finalement eu détournement? Si on acquitte tout le monde, ça veut dire qu'il n'y a pas eu détournement. Exactement. Ça veut dire qu'il y a eu une mauvaise appréhension des choses. Exactement. Et là, Madame Arlette, je suis très sincère et je suis juste. Nous ne pouvons, dès qu'on puisse élaborer qu'il n'y a pas eu de détournement, nous, comme acteurs de la société civile et organisation citoyenne, on ne peut plus interférer. Donc la justice est prononcée, on comprend. Mais dès lors qu'on constate qu'il n'y a pas eu de détournement, et puis on accuse l'autre qui a eu tentative de détournement, et donc ça pose des problèmes. On lui colle des infractions sur lesquelles il n'a pas eu l'occasion de se défendre. Et en amont, on arrive, en aval plutôt, on arrive à proférer des menaces. Donc ça fait de l'imbroglio. Et à ce moment-là, si, madame, la population n'a plus confiance dans la justice, et je crois que les grandes personnalités qui rendent la justice dans ce pays, ils doivent assumer et réaliser en conscience et en âme quelle est la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis de ces sentiments, de ces liens qui doivent être entre la population, entre le peuple et l'État. Cette confiance-là, si la population n'a plus la confiance dans la justice, si la population ne peut plus se référer à la justice pour juguler, pour régler des problèmes, à ce moment, ça pose un problème. Ça va faire l'ébranlement de tout l'État. Et à ce moment-là, ça sera un État voyou, ça sera un État jungle, puisque la justice n'est plus équitable. Monsieur Lélé Mouchagaloucha, je vous dis grand merci. Nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot? Non, le dernier mot, c'est que j'ai confiance à la justice. Je pense qu'il est possible que les gens peuvent se tromper dans un sens comme dans un autre. Il est important qu'on puisse revoir quand même ces cas. Grand merci à vous et surtout grand merci à vous, aimables téléspectateurs, d'avoir été de notre ce soir. Oui, dans quelques instants, vous allez retrouver Nathalie Okomposo, dont la grande édition du journal est avec nous. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.